Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette soirée pour laquelle j'ai vraiment un immense plaisir. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je vous demande d'accueillir Mathieu Macheret, qui est donc critique au Monde et au Cahier du cinéma, qui vient de publier aux éditions Capricci un livre formidable sur Joseph von Sternberg, sous-titré « Les jungles hallucinées ». J'adore le sous-titre. Voilà, donc moi je suis particulièrement heureuse d'accueillir Mathieu Macheret. D'abord parce que je trouve que c'est un des critiques de cinéma qui parle le mieux de cinéma. C'est ce que je lui disais avant. Il y a beaucoup de choses qu'on lit comme étant des critiques de cinéma et puis qui en réalité parlent plus, racontent le film, parlent des conditions socio-économiques de la création du film et tout ça. Enfin, moi je trouve que Mathieu, lui, il parle de cinéma. La deuxième, c'est que, outre l'immense cinéphile qu'il est, c'est aussi quelqu'un qui est dans le partage et qui présente et se déplace souvent par monts et par vaux dans toute la France pour aller faire découvrir des films. Et donc maintenant, en plus, il a écrit ce livre sur Joseph von Sternberg. Voilà, donc je suis très très heureuse qu'il soit avec nous ce soir. Comme d'habitude, on va faire une courte présentation. Et puis, eh bien, à l'issue de la projection, on pourra, et vous pourrez surtout, discuter du film et de l'œuvre de Joseph von Sternberg avec Mathieu Macheret. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance. Je suis très heureux de vous présenter ce film qui est un de mes préférés, qui est un des films que je préfère, un de ceux que je trouve qui fait partie des plus beaux films du monde, même si on ne le retrouve pas souvent dans les listes, généralement des 10 plus grands films, etc. Moi, je le mettrais volontiers. Je trouve qu'il est absolument magnifique. C'est le deuxième film que Joseph von Sternberg tourne avec Marlène Dietrich. Ils vont tourner pendant 5 ans 7 films ensemble qui vont être ça va être une des collaborations les plus intenses et les plus splendides de l'histoire du cinéma. Il l'avait découverte en quelque sorte en allant tourner L'Ange Bleu en 1930 en Allemagne dans les studios de la UFA. Il avait découvert cette petite comédienne cette jeune comédienne qui avait déjà tourné dans quelques films. Ils font L'Ange Bleu ensemble, qui est un film qui aura un certain retentissement. Et le coup de foudre arrive et il l'emmène dès la fin du tournage de L'Ange Bleu. Il lui fait traverser l'Atlantique, il l'amène aux États-Unis. Et le film que vous allez voir ce soir, ou revoir, parce que j'imagine que certains le connaissent déjà, bien sûr, c'est le premier film américain, hollywoodien qu'ils vont faire tous les deux, parce qu'il emmène Marlène Dietrich à Hollywood. Et donc, c'est leur premier film hollywoodien à tous les deux, tourné dans le sillage immédiat de L'Ange Bleu. C'est un film que je trouve absolument magnifique parce qu'il a cette qualité rare. C'est une histoire d'amour, vous allez voir, entre une chanteuse de cabaret et un légionnaire qui se passe dans un Maroc fantasmé, à Mogador. Ce film est une sorte de souffle, de pulsation amoureuse du début jusqu'à la fin. Une sorte de courant électrique qui circule entre ces deux personnages et ces deux acteurs aussi, parce qu'on sent qu'il y a aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est donc Marlène Dietrich et Gary Cooper, je ne l'avais pas dit, mais voilà. Et donc, pour cela, le film est totalement stupéfiant, fascinant. Et je dirais même plus qu'il est fascinant à double titre, parce que concentrant tous les états amoureux, il évite aussi le romantisme. Il se débarrasse de toute cette part un peu éculée. Déjà, on est au début des années 30. Il fait fi du romantisme et il va puiser ce que c'est que l'amour dans l'attraction des corps,
dans la cinégénie et l'alchimie qui se passe entre deux corps, qui se repèrent, qui se regardent et qui s'aimantent mutuellement, avec tous les revirements et ce que ça implique, c'est-à-dire aussi, et ça c'est très fréquent chez Sternberg, on aura l'occasion d'en reparler après, mais pas d'amour sans rapport de force, bien sûr. Rapport de force qui s'inverse, qui se rabat, voilà, tout amour est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre qui se mène à deux, et bien malin est celui qui aura l'avantage à la fin. Voilà, donc voilà, bon, j'en dis pas plus. On avait dit courte présentation, je crois que c'est déjà un peu long, donc j'aurai grand plaisir à en reparler avec vous à l'issue de la séance. Et avec Merci Laura. beaucoup. Moi, j'ai l'impression que, à la fois, finalement, il y a qu'est-ce qui fait que ce film est si singulier par rapport à son époque, la question de la modernité dans l'absence de musique, dans la photographie et le rythme très singulier du film. Et puis, il y a, et on va y revenir plus précisément, ce que ça raconte. Alors, ça fait beaucoup de choses, mais peut-être qu'on peut démarrer justement, et vous inquiétez pas, on reviendra sur tous les termes de ces trois questions. Il me semble qu'effectivement, dans la première partie de ces questions, qu'est-ce qui en fait la singularité, et à la fois, on va dire, du point de vue de la photographie, du rythme, et puis peut-être en reprenant ce qu'a dit Madame en troisième intervention, dans quelque chose, vous avez dit, vous êtes marocaine, c'est à la fois, est-ce que c'est, voilà, quel statut ça apporte, un usage quand même très singulier de la manière de représenter les choses. C'est vrai que la lumière, comment dirais-je, le rythme et l'usage très parcimonieux du son, déjà, c'est quand même assez stupéfiant. Oui, c'est vrai que le film est unique, ou en tout cas, si on le place dans l'ensemble des films que Sternberg va tourner avec Marlène Dietrich, alors bon, on met l'Ange bleu à part, mais les 6 qu'ils vont faire ensemble aux États-Unis. Entre 1930, Cœur brûlé, Morocco, qu'on vient de voir, et 1935, La femme et le pantin, leur dernière collaboration. Il y a tout un ensemble de films extrêmement cohérents et qui est assez inclassable dans le cinéma américain de l'époque. Le film qu'on vient de voir, donc il date de 1930, c'est un film qui ne ressemble à rien de ce qui se fait à Hollywood à ce moment-là. Plusieurs précisions d'abord. Joseph von Sternberg, qui est le réalisateur de ce film, c'est quelqu'un qui a une carrière extrêmement difficile en dents de scie. Il est d'origine viennoise, c'est un juif viennois qui a fait plusieurs fois le voyage entre l'Europe et entre l'Autriche et les États-Unis, qui s'est installé au début du siècle avec sa famille aux États-Unis. Il avait une famille de couturiers qui était dans le textile. Et il a mis très longtemps à s'imposer à Hollywood. Il a fait beaucoup de petits boulots, du montage, du laboratoire, de l'assistanat, etc. Il a beaucoup travaillé dans l'ombre. Il arrive à tourner des films, à tourner son premier film, qui est un film indépendant, de Salvation Hunters, en 1925, alors qu'il est depuis les années 10, qui travaille dans l'industrie du cinéma depuis les années 10. Donc il a mis très longtemps à pouvoir tourner ce premier film, qui est un film indépendant, tourné hors des studios hollywoodiens, qui sera repéré par Chaplin. Et Chaplin tombe complètement amoureux de ce premier film et l'intègre au système hollywoodien. Mais quand il fait son premier film dans l'industrie hollywoodienne, dans le sérail, qui est Les Nuits de Chicago, Underworld, on est déjà en 1927, c'est bientôt la fin du parlant. Et donc il a mis la fin du muet, pardon. Oh là là. C'est Oui. ce qu'on veut dire. Lapsus. Formidable. Révélateur. Et donc voilà, il a mis longtemps et il aura une carrière brisée, c'est-à-dire avec des moments d'intensité extraordinaire, le muet, la période Marlène, et puis des moments de retour à l'ombre, où il redeviendra un inconnu, redescendra les marches, où il reviendra à l'assistanat, il sera longtemps conseiller à la mise en scène pour d'autres réalisateurs, parce qu'il sait, ça fait partie de ces cinéastes qui se sont opposés frontalement au système hollywoodien. Il estimait qu'il était un artiste. Il est né Jonas Stern à Vienne. Il a rajouté un von, une particule à son nom. Voilà, c'est pour dire un petit peu l'ambition
démesuré qu'il avait. Il estimait que le cinéma était un art et que lui était un créateur. Il voulait contrôler absolument toutes les données de son film. Et il a toujours été en opposition frontale à ce qu'était Hollywood, c'est-à-dire les producteurs, les exigences commerciales, etc., qu'il méprisait beaucoup. Il avait un souverain mépris pour tout ce qui était voilà, la basse besogne, les films commerciaux, les exigences des studios, etc. Et voilà, ça a toujours été une personnalité originale. Vraiment quelqu'un qui ne s'est jamais intégré dans le système et qui pourtant avait terriblement besoin de ce système hollywoodien pour faire des films pareils, parce qu'il avait quand même besoin de cette machinerie des studios pour recréer des mondes fantasmés, des mondes exotiques, des mondes lointains, comme celui qu'on a vu ce soir, qui est une sorte de reconstitution à Hollywood d'une Casbah, d'une ville imaginaire du Maroc, comme on pouvait le faire dans ce qui est très proche d'un courant pictural qu'on a appelé l'orientalisme, par exemple, hein, où il s'agit de réimaginer comme ça le lointain, un pays par les signes qu'on se réapproprie et qu'on réagence à l'écran ou dans le tableau. Alors, ce qui fait l'originalité de ce film, de tous les films que Sternberg tourne avec Marlène, et même de toute sa carrière, c'est que il est à rebours des dogmes hollywoodiens. Quand on voit ce film, on n'est pas du tout face au mythe hollywoodien de l'héroïsme qui veut qu'un protagoniste prenne sur lui une action, agisse, soit le héros agissant, qui va mener un récit plein de péripéties, etc. Bien au contraire, Sternberg a tendance à freiner le récit, à le ralentir, à le mettre en tension, à figer les choses, à laisser macérer une situation, à laisser fermenter des sentiments. Il n'est pas du tout dans l'action, il n'est pas du tout dans le traitement d'un événement nous mène à un point B, etc., un point C, et ainsi de suite. Il n'est pas du tout dans cette course en avant-là. Bien au contraire, il fige, il suspend, il suspend les choses. Et ici, c'est tout à fait caractéristique parce qu'on peut dire que le récit il tient sur un timbre-poste. C'est rien, ça n'est rien. Vraiment, il y a même pas une dizaine de scènes, il y a 7 ou 8 décors. C'est vraiment, ça tient sur un timbre-poste. Mais c'est cette simplicité, cette épure qui va faire qu'il va pouvoir toucher au cœur de la relation qu'il montre à l'écran, de la relation amoureuse. Parce qu'ici, évidemment, il faut dire qu'en 1930, on est dans une période qu'on appelle un petit peu dans le jargon pré-code, c'est-à-dire avant l'instauration du Code ACE, qui est le code d'autocensure que les studios ont adopté pour se concilier les ligues de vertu et qui a écarté tout ce qui pouvait porter à préjudice ou choquer un peu les gens à l'écran. Mais avant cette instauration du Code ACE, Hollywood était très permissif. Et ici, il n'est question que de sexualité. Ça transpire de partout. Ça suinte de partout, le film est fait de ça. Et ce Mogador dans lequel il s'installe, c'est d'abord de la chaleur, de la température, c'est le soleil. C'est le soleil qui va porter à ébullition la sensualité, le désir, etc., toutes ces forces qui vont circuler entre les personnages. Et voilà, ce qui fait que ce film est unique, c'est justement ça, c'est cette ébullition lente, cette vapeur, ce souffle. À un moment, il y a l'odeur du désert qui s'infiltre à travers les fenêtres, etc. Voilà, tout tient à ça, en fait. Et c'est une forme d'abstraction. Il faut bien le dire, il faut bien lâcher les gros mots à un moment. C'est une forme d'abstraction qui est totalement inédite, qui est une esthétique européenne à Hollywood. Sternberg a gardé ça au fond de lui, quelque chose de très Mitteleuropa. Le film est adapté d'une pièce de Broadway qui est elle-même adaptée, qui est elle-même tirée d'une opérette allemande, Der Frau der Marrakech, si je ne me trompe pas. Tout ça se retrouve. Mais il y a là-dedans une inspiration, oui, typiquement européenne, comme on pense un peu même à l'orientalisme qu'il pouvait y avoir dans certains opéras allemands, type L'Enlèvement au sérail de Mozart, etc. Enfin, voilà, c'est cette espèce d'échange entre culture allemande, Orient fantasmé, etc., qui énerve
qui énerve toutes les représentations occidentales depuis du 19e siècle jusqu'au début du 20e en tout cas. Voilà, donc il y a cette part-là qui fait que c'est un original à Hollywood. Cette culture-là est originale. Il fait pas comme beaucoup de... il faut dire qu'Hollywood est un endroit où on fait beaucoup appel aux cinéastes européens. Et c'est les Européens qui ont fabriqué Hollywood. Les cinéastes allemands, Fritz Lang, etc., Pabst, enfin, tous viendront tourner à Hollywood. Et beaucoup vont adopter les mythologies américaines. Fritz Lang tournera un western, etc. Et tous vont adopter ce qui est le credo américain, voilà, et ce qui est le discours que tient Hollywood, la mythologisation d'histoire américaine qu'aura fabriqué Hollywood. Sternberg, jamais. Jamais, il garde au fond de lui, qui passe un petit peu sous les atours de l'exotisme, un regard profondément européen. Européen également aussi sur l'histoire d'amour qu'il va raconter. Parce qu'on dit que l'histoire tient sur un timbre-poste. Qu'est-ce qu'elle est? Deux personnages se rencontrent, un homme, une femme, lui est légionnaire, elle est chanteuse de cabaret. Ils sont tous les deux au bout du monde, perdus dans le lointain pour on ne sait quelle raison. On imagine un passé trouble pour les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se jauger, se tourner autour, s'échapper, et petit à petit, étape après étape, se reconnaître pour enfin accéder à la réalité de leur passion. Et se dépouiller. Ce sont deux prestiges qui s'affrontent. Ils sont beaux comme des dieux. Lui est un lady killer, comme on dit dans le film, un séducteur forcené. Il a des hordes de gitanes à ses trousses, de bohémiennes. Elle, c'est une chanteuse qui fascine tout le monde. Une espèce de présence spectaculaire, comme ça, et quasiment fantastique. Ce sont deux prestiges, voilà, qui sont mis l'un en face de l'autre, à la fois dans un rapport de désir et de fascination, et un rapport de force aussi. Car deux prestiges se jaugent, essayent d'avoir l'avantage l'un sur l'autre. C'est un bras de fer, ce film. Qui va avoir l'avantage? Elle veut des gages. Elle veut savoir si il est totalement indépendant, c'est-à-dire s'il a une quelconque once de fidélité. Lui, il veut savoir si elle n'est pas une prostituée. Parce que bon, il y aurait plein de choses à dire sur la façon dont le rapport commence, sur la rencontre. Hein, cette première scène où elle apparaît dans le cabaret, c'est quand même assez stupéfiant. Enfin, je sais pas, hein, pour ceux qui voyaient le film pour la première fois, moi je me souviens que la première fois que je l'ai vu, j'avais du mal à croire à ce que je vois, justement aussi dans la manière dont, avant même qu'elle rentre dans le cabaret, elle est filmée avec ce fantasque teneur du cabaret, et ce qui se joue, alors justement dans cette première séquence, avec cette chanson qui s'appelle, dont le titre m'échappe évidemment. La première romance, oui, je sais plus. Voilà. Lorsque tout est fini, lorsque tout est fini, qu'elle chante en français. Comment, du coup, il y a quelque chose là de très stupéfiant, à la fois dans le renversement, évidemment, puisque tout est renversé dans cette scène-là. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut toujours regarder dans les films de Sternberg avec Marlène, dans les autres aussi, mais surtout les films qu'ils ont fait tous les deux, et ici aussi. C'est comment elle apparaît. Comment elle apparaît dans la scène. Ça, c'est... Et dans le film, la première fois où on la voit, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où elle apparaît sur le pont du bateau. Et c'est totalement frappant, parce que la scène commence sur le personnage d'Adolphe Menjou, donc la baissière. Voilà, et on est dans la brume. Et elle sort de la brume, dans cette robe noire magnifique, avec sa voilette, etc. Elle sort de la brume, elle sort presque d'un rayon de lune, en quelque sorte. Hein. Elle est une apparition. Et puis dans le cabaret, oui, en effet, c'est tout à fait frappant, parce que le premier numéro, alors voilà, elle aura souvent avec Sternberg ce rôle de chanteuse de cabaret, et qui va constitue aussi la mythologie de l'actrice, hein, voilà, c'est-à-dire que plus tard, voilà, bien après, quand elle fera plus beaucoup de cinéma, de chanter. Comme exactement, ça se construit avec Sternberg, mais c'est quelque chose qui va tenir jusque dans
même les films qu'elle tourne avec Billy Wilder, La Scandaleuse de Berlin, c'est Un film encore... formidable qu'on a passé ici il y a 2 ans. Vous connaissez tout ça. Et donc, c'est un rapport de fascination qui s'établit entre les deux, qui est spectaculaire. Alors déjà, on est dans un décor qui n'est pas anodin. Cette salle de spectacle, ce cabaret, qui est construit comme une sorte de poche, une grande poche intérieure, avec des gradins terrassés, hein, et où donc la société se reflète, puisqu'il y a des positions hautes et des positions basses. Il y a je ne sais pas comment on dit, le parterre, bon, voilà, et puis il y a les étages de la société, en quelque sorte. C'est une image de la société, et même plus encore une image du monde, puisque Sternberg fera ça tout au long de sa carrière, c'est-à-dire chercher des lieux qui sont comme des modèles réduits du monde entier. Et ici, c'est le cas, puisque ce cabaret accueille la société coloniale, et elle est cosmopolite. On y parle toutes les langues, toutes les cultures s'y croisent, voilà, et elle a le monde entier qui est ici comme en modèle réduit, en quelque sorte. Et c'est le cas de ce cabaret. Ce mélange, c'est la condition de l'apparition de la relation amoureuse chez Sternberg. C'est la condition de l'amour, en quelque sorte. Il ne peut y avoir amour que dans cette promiscuité, cette mixion, cette friction de tous avec tous, etc., où toutes les classes de la société et toutes interlopent, officielles, etc. Tout ça se mélange, tout ça se croise. Voilà. Et ça naît de ça, le sentiment amoureux. D'ailleurs, elle transgresse immédiatement quand elle vend les pommes en descendant, dont le tenancier du cabaret lui dit « mais là, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'argent ». Dans cette première séquence, outre la stupéfaction de voir tous les rôles inversés, hein, il y a aussi après, je me permets, mais moi j'étais frappée très fort justement par ce que tu dis, c'est-à-dire comment est-ce que une forme qui pourrait presque être une forme un peu classique du cabaret, etc., par la manière dont il est mis en scène et par la volonté dont on voit justement, par la volonté de Sternberg, de nous montrer que s'y retrouvent dans un seul lieu toutes les strates de cette société qui est quand même assez, comment dire, voilà, qui est la société coloniale, avec aussi les colonisés, on va appeler ça comme ça, qui sont, il y a quelque chose que je trouve très fortement regardé et montré, qui a, comme la première scène, à voir avec quelque chose du réel, cette Anne qu'on ne peut pas, qui ne veut pas partir de la route sur laquelle arrivent les légionnaires, et en même temps un lieu qui est totalement métamorphosé par la mise en scène. Bien sûr. Donc on était sur ce lieu où il faut qu'il y ait à la fois le côté interlope et tout le reste de la société. Oui, et la rencontre est frappante parce qu'en effet, elle est sur scène, donc c'est une créature spectaculaire, toute d'artifice, avec un costume, la lumière qui l'éclaire, etc. Et lui est dans la fosse. Il y a déjà une différence de niveau entre les deux, et ça va se créer à partir de là. Et ça commence par de l'attente, c'est qu'elle attend qu'on cesse de la huer, et lui va conquérir le moment où elle va pouvoir se mettre à chanter en faisant applaudir tout le monde. Au-delà de ça, il y a sa mobilité à elle, c'est-à-dire, oui, elle n'est pas que sur scène, elle se déplace, elle quitte la scène, elle est habillée en frac, c'est-à-dire en homme. En 1930, hein. Bon, c'est quand même, voilà. On a tendance à beaucoup refaire l'histoire aujourd'hui, mais voilà, quand on voit ce film de 1930, elle est en frac et elle vole un baiser à une femme dans l'audience, quand même. C'est tout à fait frappant. Enfin, voilà, c'est encore cette question du mélange, de la circulation des affects, des genres, des représentations, etc. Tout se mélange, tout se brouille. Voilà. C'est Gary Cooper qui se retrouve avec la fleur derrière l'oreille. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, il y a pour le coup un renversement. Et en même temps, c'est ce qui va peser sur leur relation aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir tout le film qui suit cette première scène, enfin cette scène de cabaret, va consister à dissiper le malentendu qui s'y nourrit. C'est-à-dire que il va falloir dissiper la créature spectaculaire qui est Marlène, Amy Jolie. Il va falloir dissiper le premier rapport qu'ils ont, c'est-à-dire échanger une pomme pour un billet de 20 francs. Et billet de 20 francs qui se traduit par la clé de sa chambre, en quelque sorte, qu'elle lui glisse dans la main. Donc un rapport
au début apparemment prostitutionnelle. Et il va falloir évacuer cette brume, hein, comme elle sortait de la brume sur le paquebot. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Et quant à l'étrange semi-réalité du film, qui est entre réalité et rêve, en fait. C'est un rêve parce que c'est une recréation d'une ville du Maroc où Sternberg n'a jamais été. Et il tenait à chaque fois à reconstituer en studio des lieux où il n'a jamais été, qu'il ne connaissait pas, parce qu'il voulait qu'il sorte de son esprit, qu'il n'ait pas d'indice de réalité. Et c'est pourtant assez frappant parce que, alors il y a une anecdote qui est assez drôle à ce titre-là, c'est que je crois que c'est au Festival de Venise, c'est Sternberg qui raconte ça dans ses mémoires. Je recommande les mémoires de Sternberg, c'est tellement drôle. C'est vraiment, alors, il raconte tout Hollywood, il raconte sa carrière avec des hauts et des bas, et c'est formidable à lire. Enfin, il a un humour, une ironie incroyable. Et alors il raconte qu'au Festival de Venise, il avait croisé le Pacha de Marrakech, qui lui a dit: mais c'est incroyable, vous êtes venu tourner chez moi, dans ma ville, dans la Casbah, et j'étais même pas au courant. Comment est-ce que vous avez fait? Et il s'est pas rendu compte que tout était reconstitué. En studio. Et même reconstitué, même pas reconstitué. Inventé. Inventé, voilà, c'est exactement ça. Il s'agit d'inventer un monde, quoi, quelque part. Avec, évidemment... et en même temps, ce monde, dans l'espace de la fiction, qui n'a pas de compte à rendre à la réalité, il est crédible. On y voit la société coloniale, on y voit les rapports entre les autochtones et l'occupant, on y voit les armées qui maintiennent une sorte d'ordre autoritaire, on y voit toutes ces choses-là. Ça y est, c'est présent. Mais pour Sternberg, c'est une machine à désir. C'est une machine à désir, puisque dès le début, quand la Légion arrive sous la tonnelle, là, à l'entrée de la Casbah, la prière retentit, tout s'arrête. C'est assez iconoclaste d'ailleurs, parce que c'est pendant la prière que le soldat Brown va recueillir toutes les œillades des femmes qu'il y a, et dont certaines se dévoilent pour l'inviter comme ça. On lui fait des signes lascifs. Et c'est exactement ce qui... Voilà, donc dès le début, le cadre désirant, le cadre sensuel est posé. Et on n'en sortira pas. Et on parlait de l'originalité de Sternberg tout à l'heure, mais l'originalité, c'est que pour raconter cette histoire d'amour, d'opérette, entre une chanteuse de cabaret et un légionnaire, des stéréotypes pas possibles, énormes, il va évacuer tout ce qui est de l'ordre du romantisme, c'est-à-dire ce que fait systématiquement le cinéma hollywoodien quand il parle d'amour, c'est-à-dire l'idéaliser, le placer sous le signe d'une prédestination, d'un destin, etc., et d'une exclusivité. On ne s'aime que exclusivement, à l'exclusion de tous les autres, etc. Non, Sternberg montre que l'amour n'est pas exclusif, au contraire, il est pluriel et il se nourrit de cette pluralité. Et surtout, il va montrer que l'amour n'est pas idéal, il est avant tout une réaction du corps, une fabrication du corps. C'est le corps qui parle quand on aime. C'est pas l'esprit, en dernière instance, l'esprit y participe, sans doute le fantasme aussi, je ne les exclus pas, mais en dernière instance, c'est le corps qui décide. C'est toujours le corps qui décide. C'est ce que montre le film. Et c'est très frappant. C'est toute la relation qui se dessine avec l'abbessière, qui est là de l'amour civilisé, de l'amour récupéré par la société, en quelque sorte. Hein. Une sorte de contrat rationnel entre deux personnes, lui a de l'argent, elle est belle, etc. Et donc ils vont établir cet amour contractuel, tel qu'on le connaît dans la civilisation occidentale. Mais ce qui est formidable, c'est que au moment d'annoncer leur noces, ou leur mariage à table, quand il y a des invités, dès que le clairon de la Légion retentit, elle se dresse. Mais c'est même pas elle, c'est son corps. C'est-à-dire, elle se dresse et ça n'est pas sa conscience, quoi. C'est vraiment le corps qui se dresse, qui part comme ça, au mépris de toutes les convenances, en humiliant la baissière, qui participe aussi de ce triangle amoureux, de cette définition de l'amour qui est au cœur du film. Et à la fin, la fin est absolument sublime. Le film se termine quand même sur une image du désert. C'est le désert à la fin qui parle, hein, c'est-à-dire l'immensité.
Et c'est à la porte du désert que ça se passe. C'est-à-dire que devant la porte, c'est encore la civilisation, et derrière la porte, ça n'est plus la civilisation. C'est-à-dire c'est presque la pulsion pure à l'état brut, quoi. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dépouiller. Elle va se dépouiller de ces fétiches occidentaux, de ces fétiches de femmes construites par des siècles de civilisation, les escarpins, voilà, pour devenir cette femme du désert, cette bohémienne parmi les bohémiennes. Chose qui renvoie, bien sûr, à cette phrase magnifique du dialogue quand elle se retrouve dans les loges avec le soldat Brown pour la première fois, où elle lui dit, mais d'accord, bon, vous êtes légionnaire, mais vous savez, il y a une légion des femmes. Il y a une légion des femmes. C'est-à-dire, légion étrangère des femmes. Il y a une légion étrangère des femmes. C'est-à-dire un lointain où on perd son identité, où on perd son individualité, où on se défait de tout, de qui on est. On a aussi notre uniforme, voilà. Mais nous n'avons pas de médaille pour quand nous sommes braves, et nous n'avons pas de galon quand nous sommes blessés. Voilà. C'est une façon de ramener aussi une conscience de classe féminine par rapport face à ce séducteur. Cette scène est d'ailleurs absolument incroyable, c'est-à-dire il vient la rejoindre dans cette pièce, et comment dire, tout est dans le détail toujours. Hein. Il arrive, il lance comment on appelle ça, l'éventail. L'éventail, il loupe on sait qu'il sait déjà presque, il peut se déplacer dans le noir dans cette pièce. Ouais. Moi, ce que je trouve incroyable et qui va tout à fait dans ton sens, c'est, alors bon, tant pis, hein, on y va. Allez. Je trouvais, alors il y a évidemment un humour qui est aussi incroyable et très subversif dans le film. C'est un film extrêmement subversif quand même. Oui. En vrai. Très coquin, avec beaucoup de sous-entendus dans le dialogue. Le premier dialogue de Gary Cooper, c'est un des sergents qui arrive, il fait des signes à la femme qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là avec vos doigts ?» Rien pour le moment. Je crois que je pensais avec donc il y a quelque chose qui s'affirme déjà, que tous les spectateurs adultes, évidemment, saisissent de quoi il va en retourner. Ce qui est incroyable, c'est justement comment moi je repensais à ce que tu disais sur l'idée de créer un monde qui soit à la fois complètement une recréation imaginaire ou fantasmatique, et en même temps qui aborde avec autant de franchise ou de je ne sais pas quel mot peut être employé, la réalité, pas seulement des sentiments, mais du désir, de la question du sexe. Ça ne parle que de sexualité ici, c'est ça, le désir sexuel qui est pour Sternberg l'immontrable à son époque, et en même temps la réalité absolue de la relation amoureuse. Bon, voilà, c'est sa vision des choses, on peut être d'accord ou pas. Mais... Ce qui est très frappant, c'est effectivement qu'il y a des moments comme ça, il y a beaucoup de travelling qui sont très beaux d'ailleurs. Magnifique. Ouais. Et puis il y a en tension avec ça quelque chose que je trouve, comment dire, comme s'il y avait un moment où certaines phrases ou certains gestes sont comme au contraire d'une radicalité, On est encore à un moment... Il y a une tension entre les deux. Ouais, c'est vrai. On est à un moment particulier du cinéma américain où c'est le début des années 30, c'est-à-dire on est vraiment dans un moment de transition entre le muet et le parlant. Le parlant n'est pas tout à fait acquis, les codes ne sont pas complètement installés. L'arrivée du son va bien sûr redéfinir le langage de la mise en scène, hein, et ça va le bousculer de bien des façons. Il va y avoir un classicisme qui va s'installer, qui va se modifier à partir de ça, et qui prend forme au milieu des années 30, qui sera très constitué dans les années 40, qui va entrer en crise dans les années 50. Bon, tout ça, on le sait, mais au début des années 30, c'est très mouvant, c'est très fluctuant, c'est très hybride. Il y a encore l'expression du muet là-dedans. Absolument. Et dans les longues plages de silence entre Amy Jolie et le soldat Brown, quand ils se retrouvent dans la loge, c'est le souffle du muet qui passe à travers ça. Il n'y a pas de musique d'accompagnement. Ce que Hollywood se chargera bien de corriger par la suite,
en mettant comme règlement la musique intégrale voilà, sur toute la durée du métrage. Ici, il y a des trous d'air. C'est pas pour rien qu'on sent le souffle du désert. Il y a des trous d'air, quoi, vraiment. Mais ça participe justement de la stase, de la contemplation, de l'hypnose de cette relation qui passe aussi à travers ça. Et Sternberg se permet des plans incroyables, c'est-à-dire il peut sortir en effet un travelling descriptif, comme juste avant que la Légion parte au lendemain de toute cette première nuit à Mogador, où voilà, c'est les légionnaires avec leurs femmes, etc., qui s'embrassent avant de se quitter, avec un chameau comme ça qui se dresse dans l'image, une espèce de... et ça, c'est la façon qu'a Sternberg de... Sa conception de la mise en scène est très liée à la construction d'une image. Construire une image, construire un plan, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord construire la lumière. D'où vient la lumière ? Quelles sont les directions ? Et on peut voir que dans le film, elles éclatent, notamment sous la tonnelle de la Casbah, qui filtre comme ça les rayons du soleil. C'est tout à fait incroyable. Ou au cabaret, il y a une construction lumineuse, des directions de lumière qui posent l'architecture de l'image. Et ensuite, on va ornementer avec des éléments végétaux. Et petit à petit, couche par couche, cette image se structure, se construit. Et c'est tout l'art de Sternberg que d'être à la fois peintre, sculpteur, démiurge, à vouloir contrôler, installer le moindre élément de l'image pour qu'ensuite vienne battre comme ça la pulsation du comédien. Donc oui, ce qui est très frappant chez lui, on parlait d'abstraction, c'est-à-dire inventer comme ça un monde qui n'existe pas, qui est un peu fantasmatique. Mais le cadre qu'il pose de cette abstraction est ensuite compensé par le sens du détail. Il a un sens incroyable du détail et très concret. Mais ce sens du détail est consacré à la relation amoureuse. C'est par exemple, moi je trouve ça formidable, quelle idée incroyable, les messages que s'échangent le soldat Brown et Amy Jolie, qui sont au bout d'un moment toujours à contre-temps. C'est-à-dire à un moment, il lui écrit un message sur la glace, au rouge à lèvres, « I changed my mind », j'ai changé d'avis. Et après, elle va comprendre qu'il pense quand même à elle en découvrant le graffiti qu'il fait sur la table. Et c'est encore une inscription, quoi. Donc c'est des messages échangés entre les deux, comme ça, qui circulent. Beaucoup de choses qui circulent, des mots, des pensées, des idées, des sensations, etc. Ça revient à ce que tu disais au début sur le fait que c'est un film qui dit que l'amour, finalement, on ne le sait que quand le corps parle. C'est ça. Ouais. Hein, et il y a vraiment une... Et là aussi, je trouve que c'est très moderne, moi. Il y a une grande... Il y a une vraie mise en tension entre ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est dit et ce qui va se passer. Et moi, ce qui m'a surprise plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois que Adolphe Menjou lui demande « Est-ce que vous êtes amoureuse ?», elle dit « Je ne sais pas. J'espère que non. » bien sûr. J'espère que non. C'est génial, ça. J'espère que non. Et au fond... ce que tu disais au début, qui est à la fois se jauger, le rapport de force, qui est aussi une reconnaissance. Moi, il y a une partie de la scène où ils sont tous les deux après le cabaret, là, que je trouve très bouleversante, et qui est aussi, c'est la mise en scène, c'est la construction du plan, c'est le jeu de Marlène Dietrich, mais c'est aussi que après qu'elle ait dit il y a une légion étrangère des femmes, c'est pour ne pas répondre à sa question. D'où venez-vous ? D'où venez-vous ? C'est la grande question. Elle ne répond pas à la question. Et juste après, il lui dit est-ce que je peux vous aider ? Non. Et je ne sais plus du coup dans le dialogue, ça ne me revient pas exactement. Elle dit... lui dit de toute façon, ah oui, est-ce que vous pourriez me redonner confiance dans les hommes ? Ah non, pas moi, je suis vraiment pas la bonne personne. Et il dit cette phrase, qui aurait confiance en moi serait vraiment un... Alors ils ont mis Jobard, moi j'aurais traduit tocard. Et Et ce titre date un peu. Un tocard. Hein, et à ce moment-là, il y a un gros plan sur elle, avec la lumière, peut-être on reparlera de la façon dont Sternberg l'éclaire, qui est quand même... Voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose qui change dans son regard.
cette phrase « Toute personne qui croit en moi serait vraiment un tocard ». On sent que c'est une phrase qui pourrait être la sienne. Tout le film converge vers l'acte sublime de la fin, où elle se dépouille de ses effets pour rejoindre le désert. Ok. Avant que cela n'arrive, qu'est-ce qu'ils doivent reconnaître l'un dans l'autre? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien reconnaître l'un dans l'autre pour accéder à cette sublimation amoureuse? Ils doivent reconnaître à quel point l'un et l'autre n'appartiennent pas à la société, sont irréconciliables avec l'ordre social que puisse être le mariage d'argent, ou lui, l'exclusivité d'une relation amoureuse, il faudrait qu'il soit fidèle, etc. Non, les deux n'appartiennent pas à cet ordre social, ils doivent se reconnaître comme totalement indépendants et hors système social, c'est-à-dire à part, ailleurs, appartenant à ce lointain, justement, qui est représenté par la fin du film, et qui recherchent tous les deux, c'est-à-dire complètement hors monde et hors société, surtout. Voilà. C'est quand, une fois qu'ils auront reconnu ça l'un en l'autre, qu'ils auront vu ça, surpris ça l'un chez l'autre, qu'on pourra arriver à cette fin. Il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent sur Sternberg. Il a longtemps été mis comme ça sous une lecture qui était un peu rapide, et on voit beaucoup le personnage de Marlène décrite comme une femme fatale. Ce serait l'archétype de la femme fatale. Bon, quand on voit le film, moi je ne trouve pas du tout que ce soit une femme fatale, c'est plutôt la femme maudite. La femme qui revient d'un passé obscur, qu'on devine dramatique, qui est une naufragée de l'amour. Ce qu'elle traîne derrière elle, c'est évidemment une blessure amoureuse énorme, qui n'est jamais dite dans le film, mais qui est suggérée partout. Et peut-être même lui aussi. Et je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dit à aucune autre femme. Ouais. J'aurais aimé vous rencontrer il y a 10 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y a... Ce sont des naufragés de quelque chose qu'on ne connaîtra pas. Un mauvais film aurait explicité les raisons psychologiques de pourquoi il se comporte comme ça, etc. Bon, Sternberg s'en fiche complètement. Il relègue ça. Mais c'est quelque chose qui revient systématiquement avec le personnage de Marlène. Hein. C'est la femme maudite, dans le fond, très bonne fille, honnête, sincère, cherchant quelque chose, croyant à l'amour encore à un fil, mais ça ne tient plus qu'à un fil. Et voilà, il ne faudrait pas que ça rate cette fois-ci, sinon c'est définitivement fini. Mais c'est encore le cas ici. Et ça, c'est encore, pour moi, c'est un élément vraiment fascinant dans le film et dans le cinéma de Sternberg. Moi, dont j'aimerais que tu parles un petit peu, c'est justement ce mythe de la création de Marlène Dietrich par Sternberg, par, au fond, la lumière de Sternberg. Vous avez vu que dans le film, il y a une série de gros plans sur Marlène qui sont tout à fait frappants, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire surgir le visage de l'actrice ou de capturer une émotion ou de nous donner une information sur son ressenti comme peut être assimilé le gros plan, je dirais, dans le langage du cinéma classique hollywoodien. Ce sont des affects à l'état pur qui sont modelés par la lumière. C'est-à-dire que Marlène Dietrich avait un visage tout à fait particulier. Ce qu'elle raconte à la fois dans ses mémoires et ce que Sternberg raconte aussi dans les siennes, c'est qu'il pouvait être... il était éclairé en douche, c'est-à-dire qu'il fallait l'éclairer par-dessus pour que, en quelque sorte, ça ruisselle, que ça crée comme ça une espèce de modelé tout à fait particulier. Et c'est ce que fait Sternberg ici. Par le jeu de la lumière, par un éclairage qui vient souvent du haut, qui est aussi parfois en contre-jour, pour faire ressortir sa chevelure. Il modèle son visage, qui, d'ailleurs, le visage de Marlène sera extrêmement mobile d'un film à l'autre. Hein. C'est un visage qui change beaucoup au fil de ces années hollywoodiennes. Même dans ce film-là, moi je suis stupéfaite de voir à quel point son visage change. Il y a quelque chose, évidemment, et c'est ça qui est beau, qui résiste. On ne peut pas... qui résiste à toute interprétation, et au fond, c'est ce qui est aussi très réussi dans le film, qui va laisser affleurer l'affect sans jamais nous donner d'indications psychologiques. Déjà, Cœur brûlé, c'est un immense succès à sa sortie. Ça lance la comédienne Marlène. Les premiers films qu'ils vont faire ensemble, les 3 premiers films aux États-Unis, sont des gros succès. Ça se gâte avec Blonde Vénus, qui marche un peu moins.
L'impératrice rouge, qui est peut-être le plus ambitieux, sera un échec, ça ne marchera pas. Et La femme et le pantin sera carrément interdit sous la pression du gouvernement espagnol. Mais ça, c'est une autre histoire. Le mythe Marlène est lancé. Et donc, la publicité de l'époque, la publicité des studios, avait dessiné un peu le couple comme lui Démiurge et elle. Enfin voilà, c'était comment c'est ce mythe du sculpteur et de ça. Ah bah alors là, ça me. Pygmalion et Galatée, voilà, c'est ça. Pygmalion et ça. Voilà, ils avaient été vendus comme ça. La réalité, bon, on ne la sait pas exactement. On sait que leur relation était extrêmement houleuse sur les plateaux. Ils se disputaient énormément. C'était très combatif. Rapport de force. Ils se jetaient des noms d'oiseaux à la figure. C'était incroyable. Mais en tout cas, c'est une vraie collaboration. Comme les recherches un petit peu l'ont montré, c'est-à-dire qu'il y a un apport de Marlène. Elle a toujours dit qu'elle avait été sculptée par Sternberg, que c'est lui qui l'avait faite en quelque sorte. Mais c'est un échange beaucoup plus complexe et qui va vraiment dans les deux sens. D'ailleurs, quand elle va arrêter de tourner avec lui, il y a quelque chose qui va se retrouver, comment dire, brisé, ou en tout cas qui va manquer très fortement. Il ne s'en remettra jamais en fait. Il va encore tourner des grands films par la suite, mais voilà, clairement, après La femme et le pantin, en 1935, sa carrière décline. Ça, c'est certain. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est une collaboration. Enfin, oui, ils ont inventé quelque chose ensemble. C'est totalement inédit dans l'histoire du cinéma. On a l'impression que c'est un film très européen dans les thèmes, cet amour absolu, l'attraction entre les deux qui les pousse à se dépouiller complètement et aller vers l'autre. Par rapport aux films de Borghi qui sont beaucoup plus idéalistes, on voit que c'est une passion absolue mais différente. Mais je pensais que, voilà, vous parlez de toute la colonie allemande qui s'est installée aux États-Unis. Est-ce qu'il était en contact avec ces Allemands-là? Parce qu'on a voilà, est-ce qu'il faisait partie de ce milieu et donc on peut parler des mêmes thèmes ou d'une inspiration commune ou autre chose quand ils étaient en Europe, ou c'est vraiment un personnage unique qui a une histoire à lui totalement... Alors il est né en 1896 à Vienne. Quand il est tout petit, sa famille émigre une première fois aux États-Unis, mais son père ne parvient pas vraiment à trouver de travail, à se fixer. Donc ils reviennent à un moment à Vienne, en Europe. Jusque dans les années 10, je crois que c'est en 1912 que Sternberg repart, mais cette fois tout seul aux États-Unis. Et là, il travaille à New York dans un laboratoire de développement de pellicules. C'est comme ça qu'il se forme au cinéma. Il va ensuite à Hollywood, où il est assistant, il fait plein de boulots techniques, de boulots de l'ombre. Et comme je vous ai dit, Chaplin découvre le premier film qui tourne, un premier film indépendant, fait complètement en dehors des studios, parce que justement, il n'arrivait pas à percer dans les studios. C'est Chaplin qui l'introduit dans le sérail. C'est compliqué, les débuts sont très compliqués, mais il va tourner un premier film muet en 1927, enfin, c'est pas son premier film, mais un film dans le système hollywoodien qui aura beaucoup de succès, c'est Les Nuits de Chicago. Il tourne plusieurs films muets, mais vers la fin du muet, 27, 28, 29, ça marche plus très bien. Il enchaîne plusieurs échecs. The Dogs of New York, qui s'appelle en français Les damnés de l'océan, ne marche pas. Et The Case of Lena X, qui est son dernier film muet, le cas de Lena X, qui a un autre titre français mais qui m'échappe. The Case of Lena X, c'est un film aujourd'hui perdu, dont il reste que quelques bobines. C'était un film très ambitieux, avec une reconstitution du Prater de Vienne, etc., une fête foraine et tout. Et c'est un échec total. Donc, à la fin du muet, Sternberg a enchaîné déjà plusieurs échecs. Il a un peu grillé pour une première fois à Hollywood. Et du coup, il avait tourné plusieurs films américains avec une star allemande, Emil Jannings. Il avait tourné Crépuscule de gloire, pour lequel Jannings avait été nommé à l'Oscar. Et à ce moment difficile pour Sternberg, Jannings se rappelle de lui et lui renvoie l'appareil. Il y a un projet qui doit se tourner à la UFA en Allemagne. Donc, il demande au studio, qui est la Paramount, de prêter Joseph von Sternberg. Il y avait un partenariat Paramount-UFA.
Sternberg est prêté à la UFA à ce moment-là, c'est 1929. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été tourné en Allemagne. Et régulièrement dans sa carrière, quand ça ne marche pas aux États-Unis, il y a plusieurs moments où ça ne marche pas, il va essayer de venir faire carrière en Europe. Il va tourner I Claudius sur l'empereur Claude en Angleterre avec le producteur Alexandre Korda. Enfin, il va tenter de le tourner puisque c'est un film qui va s'arrêter en cours de route. Parce que la star Merle Oberon a un accident de voiture, puis plein d'autres problèmes. Il va avoir un projet de tourner Germinal, d'adapter Germinal de Zola en Autriche, mais c'est l'Anschluss, donc il peut pas, le film est annulé, etc. Il est obligé de repartir. C'était assez difficile, il part dans une clinique psychiatrique à Londres pour se reposer un petit moment. La carrière de Sternberg est semée de désastres, de films qui ne se sont pas faits, de films interrompus en cours de route, de films effacés par d'autres et complètement refaits à sa place. C'est un champ de ruines. Il nous reste 16 longs métrages en tout, ce qui est très peu pour une carrière qui s'est étendue de 1925 jusqu'à 1954, donc plus d'un quart de siècle. Et il reste très peu de films, 16 longs métrages. Le reste est un véritable champ de ruines. Ce sont des vestiges. Il y a beaucoup de films détruits, perdus, non faits, abandonnés en cours de route ou carrément sur lesquels il a été renvoyé. Ce qui dit quelque chose de son rapport extrêmement conflictuel avec les producteurs, avec les financiers, etc. et toutes les obligations qu'on fait peser sur un cinéaste. C'est pour ça que c'est un des premiers vrais auteurs de cinéma, Sternberg. Enfin, en tout cas, il a revendiqué cette chose-là de manière très forte, d'être un artiste en quête d'une grande liberté de moyens. Il ne reconnaissait comme ses seuls films véritablement personnels que le premier, The Salvation Hunters, les chasseurs de salut, je crois que ça a été traduit en français, qu'il a tourné donc en indépendant hors de Hollywood, et le tout dernier, Fièvre sur Anatane en français, Anatane en version originale. On a passé ici il y a 2 ans. Voilà, et qui est un film tourné au Japon. Voilà, des conditions très singulières. En plus, ouais. Oui, parce que l'univers visuel de Sternberg est un labyrinthe. Voilà. C'est comme une jungle dans laquelle il faut se frayer un passage parce qu'il y a du contraste, il y a de la lumière et de l'ombre, il y a des dédales, des recoins, tout est biscornu, et donc c'est un monde où il faut, qui est très touffu, il faut s'y frayer un passage. Et aussi parce que la relation amoureuse telle que dépeinte par Sternberg inlassablement est une jungle en elle-même. C'est un endroit, si on veut s'y aventurer, on peut souffrir énormément, en mourir, être détruit. C'est un endroit d'annihilation de soi, de sacrifice, de désir et d'emprise. Donc c'est quelque chose d'assez terrible. On peut relier totalement l'œuvre de Sternberg à une conception masochiste de l'amour qui est très liée à Sacher-Masoch, Vénus à la fourrure, tout ça, c'est des choses très proches et qui dialoguent énormément, puisque l'amour chez Sternberg, c'est aussi le paradoxe, c'est qu'il n'a eu de cesse de vouloir décrire la relation amoureuse, mais en même temps de dire qu'elle était impossible. L'amour est impossible, ça tombe. L'amour est un coup du sort qui s'ingénie à apparier des gens trop différents, trop disparates, des ennemis sociaux, des puissants et des faibles. Et donc, il est impossible à vivre. Il crée des situations absolument terribles et il pousse chacun des amants à s'annihiler dans la quête d'une jouissance impossible. Voilà. Donc ça, c'est terriblement sternbergien. Bon, et c'est quelque chose, qui est lié au masochisme. C'est très profond chez lui. Alors Gary Cooper, c'est intéressant parce que c'est très mal entendu avec Sternberg. Ça a été très très conflictuel sur le plateau. Sternberg a souvent des problèmes avec les acteurs, mais là, très particulièrement. Il est absolument sublime dans le film avec évidemment ce jeu même un peu burlesque sur les bords, qui a sa part de naïveté aussi. Il est toujours trop grand, trop fort, il rentre pas dans les cadres, etc. Il déborde, il y a un côté comme ça. C'est le corps, encore une fois, qui est ramené dans l'équation. Mais ça s'est pas très bien passé. Sternberg voulait de lui pour jouer dans Agent X27, le film suivant, donc le rôle de
Russe, McLaglen, voilà, de l'espion russe. Et Gary Cooper n'a pas voulu. Il s'est trouvé trop efféminé, je crois, dans Cœur brûlé. Trop ramené à... Trop dominé, peut-être. Je sais pas, enfin bon, c'est des stéréotypes de l'époque. Hein, donc, et du coup, il ne voulait pas être remis dans cet univers où... voilà, il y a quelque chose de sa stature et de sa force ou de sa masculinité qui est quand même mis en danger. Ouais, qui est mis en danger. Dans la première scène, c'est évident. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc voilà, il n'a pas voulu re-signer, c'est dommage. C'est un acteur sublime dans ce film, il est totalement incroyable. Et sur l'homosexualité, oui, c'est vrai, le baiser entre les deux femmes, qui est juste un geste incroyable de ce Hollywood précode. Ça participe de quelque chose qui est très fréquent chez Sternberg quand il met en scène comme ça des lieux cosmopolites, des espèces de répliques du monde entier comme ça dans un mouchoir de poche. C'est que toutes les frontières se brouillent, les frontières entre les classes, les frontières entre les sexes, etc. Tout ce qui fait répartition sociale se brouille, se mélange, etc. Et là, ça en fait partie aussi. On retrouvera ça, voilà le troisième film qu'on n'a pas réussi à citer tout à l'heure. Décidément, la mémoire, dans Shanghai Express, voilà, qui est le troisième qui a eu du succès. On retrouve Marlène Dietrich dans le rôle d'une chanteuse, Shanghai Lily, qui prend le train avec une acolyte qui est jouée par... Anna May Ho, je crois, si je cite bien le nom, il faudrait retrouver. C'est une actrice d'origine asiatique. Et elles forment tous les deux une sorte de couple, de duo comme ça qui prend le train avec, bien sûr, un soupçon de lesbianisme qui plane sur elle et qui entraîne, qui met un petit peu du soufre dans tous les endroits où elle passe, en quelque sorte. Donc évidemment, Sternberg s'ingénie, dès qu'il le peut, à brouiller toutes ces répartitions sociales pour justement créer un monde où tout est possible, où toutes les rencontres sont possibles, où tous les mélanges peuvent advenir, et comme c'est le cas ici. Oui, je me demandais justement si cette bisexualité est aussi une continuité par rapport au film de Pabst avec Loulou, justement, qui est très caractéristique de cette bisexualité, avec tous ces films qui sont en rapport avec la vampe, mais la vampe qui finalement n'en est pas une, puisque c'est une fille perdue, comme le dit le titre du film. Donc je me demandais s'il n'y avait pas une continuité justement de cette partie de la culture des années 20-30 qui était très très puissante en fait. Il y avait quelque chose de très fort à ce moment-là, à ce propos. Il y a évidemment, je dirais, chez Sternberg comme chez Pabst, une inspiration qui est très liée au mouvement artistique et picturaux sous la République de Weimar, à commencer par un mouvement qui s'appelle la Nouvelle Objectivité, qu'on retrouve, alors, c'est des peintres comme Otto Dix, etc., qu'on retrouve, voilà, qui est une inspiration très forte chez Pabst, qui a fait que ce soit dans Loulou ou dans l'autre film tourné avec Louis Brooks, je ne sais plus, le nom échappe, ou La rue sans joie, etc. C'est des critiques très fortes de la bourgeoisie à l'époque. C'est une représentation assez satirique des choses. Voilà, alors ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va retrouver chez Sternberg, mais avec l'originalité, la chose folle qu'il le fait à Hollywood, ce qui n'est pas le cas de Pabst, qui tourne en Europe. Mais il y a, voilà, évidemment... dans les personnages de prostituées, dans les demi-mondes, dans la promiscuité entre les classes sociales, se joue quelque chose de la fièvre de la République de Weimar, de la course aux amusements et à la valse des vices aussi, qui a pu être dépeinte par les peintres de la Nouvelle Objectivité. Voilà, c'est évidemment quelque chose qui communique énormément avec le cinéma de Sternberg. On en retrouve des choses, voilà, avec, comme je le disais, cette particularité que c'est dans le cinéma américain et que c'est tout à fait frappant, sidérant. Il n'y a aucun des films de Sternberg qu'on peut dire typiquement américain. Vraiment, on aura du mal à en trouver un. Prenez l'Impératrice Rouge, une sorte de recréation de la cour de Catherine II de Russie,
complètement délirante. La femme et le pantin, c'est une espagnolade, entre guillemets. Enfin, c'est fou, c'est des films, c'est une sensibilité, une veine très européenne. Et c'est pour ça que, oui, voilà, il est vraiment unique là-dedans. Et il a toujours voulu garder son indépendance, un peu comme le dit Gary Cooper dans la scène. C'est vrai, dans la scène avec la question du rapport de force et du rapport à l'indépendance, elle est consubstantielle de sa manière de travailler aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, bon, alors on n'en aura jamais fini avec Sternberg, mais souvent, le film que vous avez vu ce soir, Cœur brûlé, met en scène un triangle amoureux. Il faut savoir que la relation qui unissait Sternberg à Marlène est assez indécidable, assez mystérieuse. Il y a sans doute une part de passion amoureuse dedans, c'est assez évident, mais voilà, ça a été assez difficile de la retracer. Tout ce qu'on sait, c'est que quand Sternberg ramène Marlène à Hollywood, elle est mariée avec un producteur allemand qui finira par la rejoindre à Hollywood et qui aura aussi une espèce de triangle en quelque sorte entre ces trois personnages qui se reflètent dans les films. Et il y a toujours le séducteur, le bel homme, ici le légionnaire, et il y a toujours l'homme floué, celui qui souffre de la relation, qui n'est jamais vraiment aimé, qui est un peu ignoré dans le triangle, ici qui est joué par Adolphe Menjou, c'est la Bessière, mais qu'on retrouve dans La femme et le pantin, dans tous les autres films, dans Blonde Vénus, qui est le mari chimiste, etc. Qui est toujours, oui, voilà, le personnage un peu floué, un peu dans l'ombre de l'amour véritable. Et ce qui est très frappant, c'est que ce sont souvent des sosies de Sternberg. Donc si vous trouvez les images de Sternberg, c'est vrai que c'est plutôt des petits acteurs et avec des visages qui rappellent souvent Sternberg. Donc, ce qui est très intéressant dans ces films, c'est qu'on lit aussi de manière très codée, très transformée, bien sûr, mais quelque chose de la relation qui l'unissait à Marlène aussi. C'est des films très réflexifs là-dessus. Je pense qu'on peut remercier Mathieu Macheret d'avoir installé